société et Église dans l'Occident féodal, 11e-15e siècle. Première partie, les campagnes. Au 9e et 10e siècle, l'Occident connaît les dernières grandes invasions. Ces attaques contribuent à mettre en place une nouvelle société, la société féodale. Au IXe siècle, les invasions des Vikings, appelés aussi Normands, affaiblissent considérablement le pouvoir des rois carolingiens. Le roi n'a plus le pouvoir de protéger les seigneurs. Ceux-ci font se construire des châteaux forts et se lier à d'autres seigneurs. Par la cérémonie de l'hommage, un seigneur devient le vassal d'un grand seigneur qui devient alors son suzerain. Le vassal doit au suzerain le conseil, l'aide militaire lorsque le seigneur est attaqué pour garder le château lorsque le seigneur en attaque un autre, l'aide financière quand le seigneur marie sa fille, fait son fils chevalier, doit une rançon ou part en croisade. Le suzerain doit à son vassal la protection. La féodalité est caractérisée par ce lien vassalique d'obligation réciproque. Elle inscrit donc les seigneurs dans une relation de dépendance entre eux. Le roi reste le suzerain de tous, mais les grands seigneurs deviennent très puissants. Vers l'an 1000, presque toutes les terres appartiennent soit à des seigneurs laïcs ou à des seigneurs ecclésiastiques comme les abbés ou les évêques. Les seigneurs possèdent des terres que l'on appelle des seigneuries. Une seigneurie est divisée en deux grandes parties. La réserve pour le seigneur et les tenures laissées aux paysans en échange de taxes et de corvées. Posséder des terres apporte ainsi richesse et puissance. Le seigneur doit protéger sa seigneurie. Les seigneurs laïcs sont des guerriers. Ce sont précisément des chevaliers. Après une éducation militaire, au cours de laquelle ils sont pages puis écuyers, ils deviennent chevaliers par la cérémonie de l'adoubement. L'adoubement est la cérémonie qui permet à un jeune guerrier de devenir chevalier. À partir du XIIe siècle, l'adoubement s'accompagne souvent d'une cérémonie religieuse qui varie d'une région à l'autre. La veille de l'adoubement, le jeune écuyer passe une partie de la nuit à prier dans la chapelle. Le jour de la cérémonie, il reçoit les armes des mains de son parrain. Un écu, un haubert, un aume, une épée et des éperons. Le seigneur laïque vit dans un château fort avec sa famille. Lieu de résidence, c'est également un lieu de refuge pour les paysans en cas d'attaque ennemie. Le donjon est la pièce maîtresse du château fort. Le seigneur habite la tour centrale, le donjon, qui est le dernier refuge en cas d'attaque. Celui-ci est conçu pour être défendable même si tout le reste du château est déjà pris. Entourés de murs de plusieurs mètres d'épaisseur, les donjons sont conçus selon des plans d'une grande complexité, pour dérouter et piéger les attaquants. En dehors de son rôle spécifiquement militaire lors d'un siège, on y installe en général les réserves stratégiques de nourriture et d'armes, ainsi que les trésors et les archives de la famille. À l'époque étudiée, les paysans représentent 80% de la population. Ils vivent dans des villages au milieu desquels se trouve le bâtiment principal, l'église. Le travail des paysans consiste en des activités agricoles qui dépendent des saisons. L'Église catholique, grâce à tout un réseau de paroisses dirigées par des prêtres, est là pour contrôler et encadrer les esprits. Chaque village a son église qui rythme la vie quotidienne des fidèles, qui se rendent à la messe tous les dimanches et qui célèbrent de nombreuses fêtes religieuses en l'honneur du Christ, comme Noël ou Pâques. Le prêtre administre des sacrements, un rite sacré qui rapproche de Dieu, comme le baptême, le mariage ou, en fin de vie, l'extrême-onction. Très souvent, le tympan des églises, partie sculptée au-dessus de l'entrée, rappelle aux fidèles ce qui les attend, c'est-à-dire le jugement dernier. Leurs actions détermineront soit leur entrée au paradis, soit en enfer, le royaume de Satan. Entre le XIe et le XIIIe siècle, les campagnes connaissent un dynamisme économique. La combinaison de plusieurs innovations techniques permet l'augmentation de la population en Occident. Deuxième partie,
Les villes. Les villes, comme les campagnes, connaissent elles aussi une augmentation de la population au cours de la période. Les villes, qui appartiennent à des seigneurs, sont entourées par une enceinte au-delà de laquelle s'étendent les faubourgs. À l'intérieur des remparts, les rues étroites sont bordées de maisons en bois, souvent mal alignées. Les citadins représentent 20% de la population. Ils vivent de l'artisanat et du commerce. Les villes animent aussi le grand commerce qui se développe à travers l'Europe occidentale et enrichit de grands marchands. Ces négociants se rencontrent lors de foires pour échanger leurs produits. Les villes d'Italie du Nord, comme Venise, et celles d'Europe du Nord, participent pleinement à ce grand commerce. Les grands marchands, que l'on appelle les bourgeois, se battent pour obtenir des libertés de leurs seigneurs. Parfois, ils obtiennent une charte de commune, c'est-à-dire le droit de se gouverner par eux-mêmes, dans la limite bien sûr fixée par la charte. Comme dans les campagnes, l'Église a une place centrale dans les villes. L'évêque rassemble les chrétiens dans une cathédrale gothique, vaste édifice religieux qui très souvent remplace une église des siècles précédents. L'enseignement est pris en charge par des écoles dépendant de l'évêque. À partir du XIIIe siècle, des universités se développent et sont placées directement sous l'autorité du pape. L'Église s'occupe également de l'assistance aux pauvres et aux malades.